Merci de cette occasion, cher Gilles Clément, que vous m'offrez de pouvoir discuter avec vous et avec les deux intervenants précédents de ces questions du paysage dont j'ai traité dans mon cours au cours de cette année. Donc j'en demande pardon à ceux de mes auditeurs qui sont aussi présents, pour certains d'entre eux en tout cas, dans cette salle, dont je vais offrir une sorte de synthèse. Et je vais parler en anthropologue, c'est-à-dire que je vais remonter un peu en amont de ce qui a été déjà dit auparavant pour m'interroger au fond sur qu'est-ce que c'est qu'un paysage. Et comme tout anthropologue, la question que je me pose, c'est cette notion a-t-elle une pertinence ailleurs que dans le contexte historique où elle est née? Et au fond, comment puis-je m'assurer que mon voisin, surtout s'il est séparé de moi par une distance culturelle assez grande, voit un paysage là où je vois moi-même un paysage? Alors, je vais vous montrer juste quelques images pour commencer, qui sont des... Je ne vais pas illustrer mon propos par des images, mais c'est une sorte de prétexte introductif. Vous avez là un chalet Innu. Les Innus sont des Indiens de langue algonquienne qui vivent au Québec. Et il est donc face à la mer. Il est à une vingtaine de mètres de la mer. Et comme vous pouvez le voir, il est entièrement masqué. C'est donc un habitat, hein, c'est un bungalow. Il est masqué par des arbres. En voilà une image un peu plus près. Donc il n'y a aucune vue vers la mer. Et voilà, à côté, pas très loin en tout cas, un chalet euro-québécois au bord de la mer. Les arbres en bordure ont été abattus, ce qui pose d'ailleurs des problèmes d'érosion, puisque le talus est en train de s'effondrer, donc la maison ne va pas tarder à s'écrouler sur le littoral. Et bien évidemment, la première chose qu'a faite cet euro-québécois, ça a été de se ménager une vue vers la mer. Donc on a un même environnement, là, on a deux cultures qui l'abordent de façon extrêmement différentes. Les uns considèrent que la contemplation du littoral et de la mer n'a guère de valeur en soi. Ce qui compte pour les Inuits, c'est l'immersion dans la forêt. Et les Européens, ou les Euro-Québécois, si vous voulez, considèrent au contraire que la contemplation de la mer est une valeur que l'on met par-dessus tout, y compris au risque de perdre l'investissement qu'on a fait en construisant un chalet de ce type-là. Donc la question, effectivement, c'est à quoi se réfère-t-on lorsqu'on parle de paysage? Peut-on généraliser cette notion au-delà des cultures qui ont élaboré des représentations picturales ou littéraires? Et dans ce cas, comment définir avec précision le noyau commun de ce qu'on pourrait appeler un schème paysager? Et de fait, il y a trois sortes de réponses anthropologiques possibles à ces questions, et je vais les passer brièvement en revue. Le premier type de réponse, et le plus ancien, consiste à rompre délibérément avec l'acception conventionnelle du mot paysage tel qu'il a été employé et s'est développé dans un sens restreint en Europe à partir de la Renaissance pour désigner une représentation picturale ou littéraire d'un morceau de pays. Et par contraste avec ce sens étroit, et parce que le terme paysage introduit une dimension sensible et culturelle que des mots comme écosystème, biotope, environnement ne possèdent pas, une approche va donc considérer que tout environnement, ou tout aménagement en tout cas, d'un milieu dit naturel, voire toute utilisation sociale de l'espace, tout investissement symbolique dans des sites, et même au fond toute appréhension subjective des lieux, résulte en une production de paysages. Et dans cette perspective qui est très englobante, la montée en généralité de la notion de paysage peut s'opérer selon trois stratégies distinctes. Nous sommes très ternaires aujourd'hui, qui exploitent chacune à sa manière le flou sémantique dont la notion est entourée dès qu'on l'extrait de son contexte d'usage original. La première stratégie, c'est celle qui fut la plus commune dans les sciences sociales. Elle consiste à poser
que l'objet paysage, entendu comme une sorte d'équivalent du résultat du travail humain sur l'environnement, c'est un phénomène objectif que l'anthropologue et l'archéologue en particulier peuvent étudier en suivant la voie ouverte par la géographie humaine. C'est ce que l'on pourrait appeler la montée en généralité par l'analogie. Le paysage, donc, c'est ici le produit du labeur patient des sociétés pour transformer l'espace qu'elles occupent, pour le plier à leurs besoins, pour le façonner à leur convenance, et sans que cela ne soit la plupart du temps le résultat d'un projet d'ensemble. Bref, le paysage ici, c'est l'histoire économique, politique et technique déposée en couches successives sur un substrat qui fut jadis naturel et qui l'est de moins en moins après le passage de centaines de générations. Alors évidemment, rien n'interdit d'employer le mot paysage en ce sens, et des milliers de géographes, d'historiens, des dizaines de milliers même, d'archéologues, d'anthropologues autour du monde ne s'en privent guère. Mais c'est là un usage de pure commodité dont on voit bien qu'il ne retient au fond rien de véritablement intéressant des dénotations initiales du terme paysage, tel qu'il s'est constitué dans la tradition européenne, et qu'il impose en outre une conception dualiste de l'environnement qui est tout à fait propre au naturalisme, c'est-à-dire on a d'une part un socle physique transformé par des actions sociales et culturelles, chacun des deux pôles pouvant être étudiés séparément. C'est d'ailleurs un des problèmes de la géographie, alors qu'elle avait pendant longtemps pu maîtriser ces deux pôles, la géographie physique et la géographie humaine, elle a de plus en plus de mal à opérer à l'heure actuelle cette jonction. Donc, et cette conception, évidemment, elle fait violence, ce dualisme constitutif fait violence à la manière dont les civilisations non modernes appréhendent les lieux qu'elles habitent. La deuxième stratégie, pour faire monter en généralité la notion de paysage, consiste à en dériver une caractéristique plus englobante dont on peut faire l'hypothèse qu'elle possède, disons, une validité universelle, même si son contenu est hautement variable. Le paysage n'est donc plus, dans cette acception, un objet substantiel ou bien un type de relation à l'espace, mais un mécanisme de nature essentiellement perceptif. Et c'est ce que l'on pourrait appeler la montée en généralité du paysage par la transposition. Alors il y en a un bon exemple, qui est une proposition faite par un collègue anthropologue, Eric Hirsch, dans un livre qui s'appelle « The Anthropology of Landscape », et qui, au fond, consiste à faire du paysage tel qu'il a été inventé en Occident la manifestation locale d'un processus plus général de mise en contraste entre un premier plan qui constituerait l'espace ordinaire où se déroule la vie quotidienne et un arrière-plan où transparaît un univers qui est à la fois plus normatif et plus fantasmatique. Et cet univers de l'arrière-plan recèlerait les principes, au fond, régissant la vie sociale. Donc l'arrière-plan serait un peu transcendantalisé, si l'on peut dire. Et l'expérience du paysage, que l'on contemple ou non une vue ou un tableau, serait l'expérience du va-et-vient constant, physique et imaginaire, entre ces deux plans. Alors pour séduisante et originale que soit cette idée, elle souffre de s'appuyer de façon plus ou moins implicite sur un contraste entre l'immanence de la vie quotidienne et la transcendance d'un monde idéal, contraste qui transpose à d'autres civilisations où elles n'ont guère cours, des conceptions typiquement occidentales de l'opposition entre l'ici-bas et l'arrière-monde, conception où se mêlent des éléments de la philosophie platonicienne, notamment le contraste entre l'imperfection du monde sensible et la perfection du monde des idées, et de la cosmologie et de l'eschatologie judéo-chrétienne marquée par le stigmate de la chute et l'espoir de la rédemption dans l'au-delà. Bref, ce qui est ici transposé à d'autres cultures, sous les allures de l'universel, ce n'est pas le paysage
brutalement eurocentrique de l'histoire de l'art, dirait-on, c'est plus subtilement une propriété dérivée, par hypothèse, des conditions de sa perception, mais dont on voit que l'application est malheureusement tout aussi limitée que le modèle visuel où elle prend sa source. La troisième stratégie de montée en généralité de la notion de paysage est sans doute à la fois la plus banale et la plus difficile à réfuter. C'est celle qui prend le terme dans son acception la plus lâche, comme l'espace appréhendé par un sujet. Et comme tout humain a une appréhension subjective de l'espace, chaque lieu offrant à chaque sujet le support d'une expérience singulière liée à sa biographie, à sa sensibilité et aux usages dans lesquels il a été élevé, il en résulte qu'il y a à peu près autant de paysages que d'individus et que, de ce fait, on ne peut plus dire grand-chose du paysage en général. Il s'agit, dans ce cas, d'une montée en généralité par la trivialisation de la notion. Et endosser cette définition phénoménologique du paysage, c'est tout à la fois affirmer l'universalité de la notion, puisque partout les humains entretiennent des relations chargées de sens avec leur environnement, c'est évident, et en même temps s'interdire d'en tirer un profit quelconque dans une approche d'anthropologie comparative du fait de sa trop grande généralité. En conclusion, donc, aucune de ces trois façons de rompre avec l'acception conventionnelle du paysage ne me paraît anthropologiquement très productive, parce que la montée en généralité qu'elles opèrent soit ne respecte pas l'originalité de la notion telle qu'elle s'est initialement développée en Europe, soit au contraire ne respecte pas les particularités des sociétés auxquelles on l'applique. Examinons donc à présent la deuxième sorte de réponse apportée aux questions que j'avais initialement posées à propos du paysage. Alors cette réponse-là, elle est beaucoup plus fidèle à la conception conventionnelle du paysage comme représentation littéraire ou picturale d'un morceau de pays, sans être pour autant confinée à l'histoire de l'art stricto sensu. Elle a été notamment développée en France par des auteurs comme Augustin Berck et Alain Roger, et consiste à reconnaître que l'apparition, le développement et les mutations du paysage se sont produites dans des contextes historiques particuliers, et qu'il n'y aurait donc finalement de paysage que là où la catégorie est présente, que là où l'œil embrassant une vue dispose de schèmes structurant sa perception, que là où des manifestations concrètes sont disponibles qui permettent de penser qu'une sensibilité paysagère existe ou a existé. Augustin Berck est celui qui a été le plus restrictif, probablement par les critères qu'il propose, mais c'est au fond une position raisonnable, c'est-à-dire lorsque l'on souhaite se prémunir des projections ethnocentristes, ou si l'on ne souhaite pas diluer une notion jusqu'à lui faire perdre toute pertinence, il faut bien, dans le domaine du paysage, comme dans les autres, avancer des critères qui permettent de décider si certaines valeurs attachées à des choses existent ou n'existent pas dans telle ou telle culture. En tout cas, c'est une préoccupation fondamentale, vous le comprendrez bien, des anthropologues, mais aussi, par exemple, des historiens. Et ces critères, pour ce qui est du cas présent, ne peuvent être fondés que sur des indices manifestes, des mots, des énoncés, des figurations en 2 ou en 3 dimensions, des créations, des aménagements de sites, puisque nous n'avons pas accès autrement à la subjectivité d'autrui. Mais l'inconvénient de cette position raisonnable, c'est qu'elle clôt l'enquête avant même qu'elle ne soit commencée, en fournissant un ensemble de critères a priori correspondant à la définition conventionnelle du paysage et sans s'interroger vraiment sur les moyens
par lesquels on pourrait éventuellement repérer une sensibilité paysagère, là où les critères que propose Augustin Berg, par exemple, seraient absents. Donc la proposition d'Augustin Berg, qu'il a développée dans plusieurs livres, et d'ailleurs le nombre de ces critères a varié au fil de ses ouvrages, permet d'identifier à coup sûr ce qu'il appelle une pensée du paysage, c'est-à-dire une approche réflexive de cet objet. Elle n'offre guère de secours pour s'assurer qu'un collectif a su développer ce qu'il appelle une pensée paysagère, c'est-à-dire un goût reconnaissable pour le choix, la disposition, l'aménagement des sites, en fonction éventuellement des plaisirs des sens qu'ils procurent. Alors, quelles conclusions tirer de ce parcours critique ? En premier lieu, et afin de demeurer fidèle à la caractéristique qui, à mon sens, est sans doute la plus originale de ce à quoi la notion de paysage faisait référence originellement, il faut, je crois, affirmer avec force que le terme ne peut s'appliquer qu'à la représentation d'un lieu, quelle que soit la nature de cette représentation, et non à la seule appréhension subjective de l'espace. En d'autres termes, un paysage est d'abord un objet produit ou façonné ou aménagé intentionnellement par des humains afin que, parmi une diversité d'autres usages possibles, il fonctionne aussi comme un signe iconique tenant lieu d'autre chose que lui, en l'occurrence tenant lieu d'une portion d'un espace réel ou imaginaire. Et ceci implique que ce caractère de signe ne soit pas accidentel et qu'il soit reconnaissable comme tel par ceux à qui il est destiné, du double point de vue de son identification comme signe et de l'identification de ce à quoi il renvoie. Enfin, cette représentation peut être soit actuelle, peinture de paysage, une crèche, un jardin, soit simplement potentielle, c'est-à-dire n'être présente que comme un schème visuel au moyen duquel des morceaux d'environnement seront perçus par le regard comme s'ils étaient des représentations de pays. Mais pour qu'un mécanisme de cette nature soit possible, pour qu'un site quelconque soit perçu et apprécié parce qu'il ressemble à une image, il faut que des représentations matérielles ou discursives de paysages préexistent à la perception paysagère de l'environnement et le conditionnent, ou la conditionnent, pardon. Autrement dit, un aménagement de l'espace, à mon sens, n'est pas un paysage si cet aménagement n'a pas de fonction représentationnelle globale. Alors cette précision, elle a pour objet de dissiper, au fond, deux malentendus. D'abord, il est évident que de nombreux éléments d'un environnement hautement anthropisé, par exemple, ont une fonction de signe social et ont été introduits délibérément à cette fin. Mais ces signes disséminés dans un environnement sont des indices isolés de telle ou telle caractéristique de cet environnement, de son histoire, etc., des conditions de sa fabrication. Et ils demandent en général à être déchiffrés séparément et pour ce qu'ils signifient indépendamment chacun par rapport aux autres. Et pour que tous ces signes disjoints soient réunis dans une représentation complète et idéalisée d'un site, il faut que ce site tout entier, ou d'autres semblables à lui, ait d'abord fonctionné comme un signe unique d'autre chose que lui. Et le deuxième point tient à un point important qui est l'éventuelle dimension esthétique de ces éléments disjoints qui ont été introduits dans un environnement avec une fonction de signe. Il va de soi que l'aménagement d'un espace fonctionnel n'est pas contradictoire avec un souci d'embellissement, éventuellement au coup par coup, de certaines de ses composantes. On en a tous les jours des exemples autour de nous, notamment dans la campagne française. Toutefois, ce souci d'embellissement ne devrait pas être pris comme un indicateur d'une visée
paysagère générale, et cela au moins pour deux raisons. D'abord parce que le goût indubitable que beaucoup d'humains manifestent pour disposer des éléments de leur environnement, notamment de leur environnement végétal, en étant attentifs aux contrastes de formes et de couleurs, aux parfums, aux effets de symétrie et de rythme, etc. Ce goût n'est pas en soi suffisant, me semble-t-il, pour témoigner d'un véritable projet paysager au sens où je viens de le définir. Et le deuxième point, c'est surtout parce qu'il serait absurde de réduire le paysage à la seule esthétisation de l'environnement. C'est probablement parce que nous percevons dans l'aménagement d'un site le projet de traiter une portion de l'espace comme un signe que nous sommes éventuellement conduits à appréhender ce site comme beau, non parce qu'on a voulu faire de ce site l'équivalent d'une belle image. Et ceci nous ramène à une notion qui a joué un rôle dans ces débats sur le paysage que j'évoquais tout à l'heure, en France en tout cas, qui est la notion d'artialisation qui a été proposée par Alain Roger, notamment dans son livre Court traité du paysage. Le point fondamental de la thèse de Roger, c'est qu'il existe une différence irréductible entre un environnement quelconque et sa transformation délibérée, ce qu'il appelle son artialisation, que celle-ci se réalise in situ, c'est-à-dire sous la forme d'un aménagement de l'espace, ou in visu, c'est-à-dire sous la forme d'un schème perceptif servant de modèle à des figurations ou plus abstraitement servant de modèle à une manière de regarder le monde. Or, si je partage avec Alain Roger l'idée qu'il ne peut y avoir de paysage qu'à condition de poser une différence de principe entre les matériaux épars de la composition paysagère, les maisons, les chemins, les plantes, les collines, etc., et la transformation à laquelle ils sont conjointement soumis, c'est-à-dire leur métamorphose en signe iconique, il ne s'ensuit pas pour autant que l'on doit suivre Alain Roger lorsqu'il fait de cette transformation une artialisation, c'est-à-dire une esthétisation, laquelle introduit de fait une séparation entre, d'une part, un matériau brut qui existerait hors de toute représentation, et d'autre part, une action de façonnement culturel qui donnerait comme une signification a posteriori à ce matériau. Et ces deux traits, qui sont caractéristiques de la définition du paysage dans le naturalisme moderne, rendraient de fait la notion d'artialisation impossible à utiliser dans des contextes non modernes de production paysagère. Or, ni esthétisation, ni grand partage entre nature et culture ne sont indispensables pour faire jouer à la notion d'artialisation un rôle anthropologiquement productif. Il suffit pour cela de conserver deux éléments clés de la proposition d'Alain Roger, qui sont d'une part la distinction très féconde entre artialisation in visu et artialisation in situ, et d'autre part l'idée qu'il existe bien une différence entre l'objet paysage, qu'il prenne ou non une forme matérielle, et ce à quoi cet objet fait référence. Et c'est pour éviter les limitations introduites par cette notion d'artialisation que j'ai proposé dans mon cours cette année de lui substituer la notion de transfiguration, en m'inspirant pour cela des considérations que le grand philologue Erich Auerbach a produit sur la figure, qui est la figure, c'est étymologiquement à la fois l'apparence extérieure des choses, leur aspect visible, mais c'est aussi le gabarit abstrait, le modèle qui s'incorpore dans des images et qui le rend conforme à l'apparence initiale du modèle. Donc envisager le paysage comme une transfiguration in visu ou une transfiguration in situ d'un morceau d'environnement, c'est donc définir cet objet comme ce qui a subi un changement d'apparence délibéré, révélant un schème latent, c'est-à-dire, au fond, déjà présent dans ce que le paysage métamorphose. Alors vient maintenant la question cruciale pour une enquête anthropologique,
À quoi reconnaît-on ce changement d'apparence, cette transformation, cette transfiguration en signe d'un morceau d'environnement? La réponse est évidemment facile lorsque l'on se trouve dans le cadre des cultures dites paysagères. Et là, les critères proposés par Augustin Berg sont tout à fait pertinentes, notamment ceux qui se réfèrent aux différentes formes de représentation, un terme pour désigner le paysage, des représentations picturales et littéraires, etc. etc. Toutefois, ces critères sont exceptionnels dans l'histoire de l'humanité. L'exemple, et je ne parle pas d'un passé lointain, l'exemple que je viens de vous montrer est contemporain. Donc, ces critères sont exceptionnels, et il s'agit donc de les enrichir. Alors, une approche anthropologique du paysage, au sens où je l'ai défini, exige au fond une double stratégie. D'une part, il faut évidemment élargir la définition de ce qu'est une transfiguration in visu, de façon à y inclure d'autres représentations mimétiques du monde que celles reconnaissables dans la peinture de paysage conventionnelle, et d'autre part, dans les cultures où n'existe aucun témoignage figuratif d'une transfiguration in visu, il faut pouvoir déceler des indications d'une transfiguration in situ. Et je voudrais suggérer ici quelques pistes à suivre dans l'une et l'autre direction, en commençant par la seconde, les indices de transfiguration in situ, qui en plus concernent de plus près ce à quoi Gilles Clément occupe l'essentiel de son temps. Alors, deux de ces indices me paraissent prometteurs, qui sont d'une part la transfiguration des jardins de subsistance et d'autre part ce que l'on peut conclure de l'existence d'observatoires. Pour la transfiguration des jardins de subsistance, on admet depuis longtemps que les jardins dits d'agrément, pour maintenir la différence conventionnelle, constituent une expression légitime de transfiguration in situ, débouchant sur des formes plus ou moins extensive de façonnement du paysage, parfois inspirée par des images figurant des paysages. On a de nombreux cas dans le landscape gardening anglais, en particulier au XVIIIe siècle. Tandis qu'on a tendance à considérer les jardins de subsistance comme n'ayant finalement d'autres fonctions qu'utilitaires. Or, c'est loin d'être le cas. C'est évidemment, on le sait bien, pour le cas de l'Hortus conclusus médiéval, mais c'est aussi également très net dans les jardins de polyculture de la ceinture intertropicale, notamment en Océanie, en Amazonie et en Asie du Sud-Est. Je vais prendre un exemple d'une société dans laquelle j'ai fait une enquête ethnographique il y a longtemps, en Haute-Amazonie. Le jardin, ce qu'on entend par jardin, c'est un espace de polyculture dans lequel il y a plus d'une centaine d'espèces différentes avec de très nombreuses variétés. C'est donc une combinaison de potagers et de vergers, mais écologiquement très complexe. Et c'est la reproduction mimétique, ce jardin, en modèle réduit, de la forêt, qui est elle-même perçue comme le jardin des esprits. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a 3 strates dans le jardin qui reproduisent les 3 strates de la forêt. Ces endroits sont méticuleusement désherbés, alors que du point de vue technique, il n'est pas nécessaire de les désherber dans la mesure où on ne les utilise pas suffisamment longtemps pour qu'il y ait une compétition des adventices qui soit dommageable pour les plantes cultivées. Donc il y a une fonction esthétique dans le désherbage, et surtout le désherbage permet l'accès des esprits dans le jardin. Or, ce qui est intéressant, c'est que par ailleurs, j'avais utilisé dans mon cours une ouverture à propos du paysage chez les Alchoirs, montrant que, au fond, ce que j'avais perçu à un certain moment comme un signe de plaisir esthétique devant la vue d'une rivière qu'avait manifesté un voisin, enfin un Alchoir avec qui j'étais, était en réalité un signe de satisfaction au terme d'une longue marche.
alors que moi j'avais perçu dans cette vue au contraire un paysage, parce que ma vue avait été formée par la peinture de paysage, notamment la peinture du paysage hollandaise du XVIIe siècle. Donc il n'y a pas de vue, je pense, de paysage chez les Hachoirs, mais il y a des petits îlots de schèmes paysagers dans certaines parties de la culture hachoir. Autrement dit, il faut faire attention à cette notion de culture paysagère. Il y a des cultures dans lesquelles il y a des éléments de schèmes paysagers. Ça n'en fait pas pour autant des cultures paysagères, parce que dans certains domaines, comme par exemple l'esthétisation de la vue de portions d'environnement, la notion de paysage comme schème perceptif n'est pas présente. Deuxième point, la question des observatoires et de ce à quoi ils donnent accès. Il va de soi qu'un observatoire peut être édifié exclusivement à des fins défensives, à des fins de surveillance, à des fins d'observation, notamment d'observation astronomique. Mais dans certains cas, les observatoires servent à fixer la position de l'observateur afin qu'il contemple un rapport d'échange précisément entre le premier plan et l'arrière-plan, qui est probablement caractéristique d'un mouvement de va-et-vient, non pas entre un arrière-monde et un monde de la vie ordinaire, selon la formule de Hirsch que je commentais tout à l'heure, mais d'un va-et-vient entre le macrocosme et le microcosme, entre l'univers en général et l'univers plus restreint formé par l'observateur et son entourage. Et ces dispositifs de cadrage, ils sont communs, par exemple, dans l'architecture monumentale andine et mésoaméricaine. Par exemple, à Machu Picchu, on a un monolithe qui est appelé la pierre sacrée, qui est érigé au nord du site et qui est entouré sur 4 côtés d'un muret de pierre qui conditionne sa vue depuis une position particulière, une perspective où il ne peut manquer, puisque la position de l'observateur est fixée, d'apparaître comme une réplique de la montagne, qui s'appelle Yanantin, qui se profile derrière. Autrement dit, la montagne, qui est presque toujours cachée à la vue par les nuages, on est dans la zone qui descend vers l'Amazonie, donc qui est très souvent couverte par les nuages qui viennent de l'ouest, de sorte que le monolithe apparaît comme un signe visible de ce morceau d'environnement, une transfiguration in situ précisément, à une autre échelle, mais qui respecte la forme générale de ce qu'il transpose. De même, la pyramide de la Lune à Teotihuacan, vue depuis l'avenue des Morts, a été interprétée par l'archéologue Linda Manzanilla comme un écho artefactuel, disons, du Cerro Gordo, qui est la grande montagne qui borde Teotihuacan au nord. Alors, ces phénomènes de réplique et d'emprunt de l'arrière-plan sont bien connus dans l'art des jardins japonais. Gilles Clément nous a montré des photos tout à l'heure, et dans les jardins chinois aussi, mais il est probable qu'il participe d'un schème paysager beaucoup plus commun, fondé sur le cadrage de la position d'observation et qui reste à étudier de façon systématique et comparative. Je terminerai sur une dernière piste, qui est celle de la miniaturisation mimétique en 3 dimensions. La transfiguration in visu, dans la peinture de paysage par exemple, consiste donc à découper une portion de l'espace isolé de son contexte, à l'isoler par ce processus même de son contexte, et de façon à la recréer à une échelle différente. Et c'est exactement le même effet qui est obtenu avec la reproduction en 3 dimensions à une plus petite échelle d'un morceau d'environnement. Et là encore, le champ de ces transpositions est immense et plutôt inexploré. À côté des jardins en miniature d'Extrême-Orient, qui là aussi sont bien connus, notamment grâce à ce très beau livre de Rolf Stein, Le monde en petit, et dont Gilles Clément nous a montré d'ailleurs un exemple dans les images initiales tout à l'heure. À côté de ces mondes en petit, on trouve dans de nombreuses régions
du monde des modèles réduits, plus ou moins mimétiques, d'environnement, soit sous forme d'artefacts, donc du type de la crèche provençale, soit sous forme de jardins, non pas tant miniatures que condensant dans un espace réduit les éléments typiques d'un paysage, à l'instar, par exemple, de certains sites sacrés des hautes terres de Madagascar. La miniaturisation, ici, elle tranche sur le procès normal de connaissance d'un objet par ses parties, en ce qu'elle permet, lorsqu'on contemple un objet miniature, une appréhension synthétique. Et de ce fait, la miniaturisation donne une sorte d'illusion gratifiante de saisir cet objet plus complètement, du fait qu'on l'appréhende synthétiquement et non par ses parties, et donc de le maîtriser. Mais ceci est au fond le propre de toute image figurant un objet à une échelle réduite. C'est ce que Lévi-Strauss avait remarqué dans son commentaire de la collerette d'Élisabeth d'Autriche peinte par Clouet. Ce qui fait de la figuration d'un paysage un modèle réduit d'un genre particulier par rapport à n'importe quel objet d'art, c'est qu'il s'agit de la miniaturisation non pas tant d'un objet ou d'une collection d'objets, mais d'un contexte d'interaction potentielle, c'est-à-dire du cadre circonstancié d'une relation au monde. Et la capacité, maintes fois soulignée, et le désir que nous éprouvons tous d'entrer dans une figuration de paysage, de se déplacer à l'intérieur de l'image, vient ainsi renforcer le sentiment de maîtrise sur la scène dépeinte que procure déjà l'appréhension synthétique d'un tout. Voilà, je vais terminer avec cette dernière piste. J'ai bien conscience d'avoir pas vraiment répondu à la question qui avait été posée par Gilles Clément d'une révision de notre appréhension du paysage face aux préoccupations écologistes, mais que c'est qu'au fond, que pour répondre à cette question, il me paraît nécessaire au préalable d'engager une réflexion peut-être plus fondamentale sur les racines de ce qu'on pourrait appeler la topophilie, le goût pour les lieux, et donc de mieux comprendre ces manifestations très diverses chez les humains. Merci.